Bonjour, donc je me présente, je suis Christophe Marie, je suis directeur de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences. Et j'ai un parcours un peu long dans la protection animale puisque ça fait 35 ans que je suis dans différentes organisations, plus de 30 ans au sein de la Fondation Bardot, puis plus brièvement, enfin très brièvement au sein de la Fondation 30 millions d'amis. Donc là, on m'a demandé d'intervenir sur justement les stratégies qui peuvent être mises en place au niveau de la protection animale pour obtenir des résultats. Alors bon, les chiens s'amusent déjà, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que... Bon, ok. Moi, ça ne me dérange pas parce qu'en fait, ils ne jouent jamais, donc c'est... Ok. Bon. Donc en fait déjà on va partir d'un constat, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle parce que ça se saurait et on aurait avancé. En revanche il y a possibilité quand même de créer un environnement qui soit susceptible de permettre, enfin de faciliter des avancées pour la question animale. Et il faut voir aussi d'où on part. Donc je vous disais, ça fait donc 35 ans que je suis dans la protection animale en termes d'action au sein de Fondation. Donc je peux vous dire que quand, et plus anciennement à titre personnel sur un engagement animaux, puisque j'étais végétarien à l'adolescence, enfin il y a plus de 40 ans, mais c'est vrai qu'il y a 30 ans, défendre les animaux, c'était vraiment le combat qui était moqué, ridiculisé. Il fallait toujours devoir s'en justifier. Pourquoi on défend les animaux alors qu'il y a tellement d'autres combats à mener ? Et en ça, d'ailleurs, moi je tiens à rendre hommage à Brigitte Bardot, même si je sais qu'elle est évidemment très décriée dans différents milieux, et notamment antispécistes. Pour autant, pour l'avoir accompagnée pendant plus de 30 ans, je suis conscient aussi de son courage dans ce milieu où elle était extrêmement critiquée et attaquée en permanence parce que la société n'était pas prête non plus à entendre des messages pour défendre les animaux. Donc il y a eu en fait différentes phases qui ont permis d'obtenir les avancées sur lesquelles on peut, qu'on peut espérer aujourd'hui. C'est d'abord un travail de sensibilisation du public. Et dans ce domaine, elle a été quand même à l'avant-garde de ce combat. Et puis, au-delà des personnalités engagées, parce qu'il y en a toujours eu finalement, il y avait des philosophes, des intellectuels qui se sont positionnés sur la question animale très tôt. Mais au niveau des politiques ou des journalistes, comme je vous le disais, c'était quand même longtemps un combat vraiment, vraiment méprisé. Donc ça a changé, je dirais, il y a depuis une quinzaine d'années, peut-être un peu plus, enfin une quinzaine d'années, où justement le combat pour la défense des animaux est devenu un combat à mener, enfin qui était moins ridiculisé, qui était dans le même ordre que de défendre l'environnement, enfin les grands thèmes qui touchent plus directement le public parce qu'il y a un impact direct aussi dans leur quotidien. Mais ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'il y a eu ce combat n'a pas été mené que par des organisations ou des personnalités identifiées sur la question animale, mais a été aussi porté par des intellectuels, des scientifiques et donc des journalistes qui ont commencé à traiter sérieusement le sujet. Et donc, au fur et à mesure, ça a amené aussi à avoir une réponse politique à cette attente sociétale. Et c'est là où je vous disais qu'il n'y a pas de stratégie gagnante à tous les coups, mais il faut créer un environnement qui soit propice justement à porter des combats et à obtenir des résultats. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est aussi, d'ailleurs, à titre personnel, là, je vais revenir sur mon expérience, pourquoi aujourd'hui je suis à la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, qui base son travail sur des expertises scientifiques et juridiques. Donc on a un comité scientifique en interne et puis beaucoup de consultants extrêmement pointus. Typiquement, c'est une démarche que je n'aurais pas entreprise il y a 20 ans, où j'étais plus dans une démarche de militantisme direct, d'action même, qui m'ont emmené à certaines condamnations pour des occupations d'arènes ou autres. Mais parce que justement, je pense que dans le combat, il y a différentes phases. Il y a une nécessité à un moment de dénoncer ce qui est absolument inacceptable en agissant sur le terrain d'une manière peut-être parfois radicale. Enfin, moi, je ne trouve pas que ce soit radical, c'est juste cohérent. Et puis, à côté de ça, j'ai quand même assez vite mené une action au sein de la Fondation Bardot notamment, un travail politique. Et en rencontrant par exemple au Parlement européen, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le droit européen,
j'avais des députés européens qui, d'emblée, me disaient « Mais est-ce que vous êtes en lien avec L214 ?» Ce qui fermerait immédiatement la porte d'une possibilité de coopération. Et donc là, je me suis dit, ah, ok. Donc, nous, on assume, enfin, moi, j'ai toujours assumé le travail remarquable de L214 et le rôle important que cette association a eu pour la sensibilisation du public, mais dans d'autres domaines, c'est bloquant. D'où la nécessité, justement, que chacun mène une action à son niveau, mais complémentaire. Il n'y a pas d'opposition, c'est très complémentaire. Et donc, effectivement, si aujourd'hui je travaille à la Fondation Droit Animal d'Éthique et Sciences, c'est que je me dis, on est dans cette deuxième phase de construction, parce que tout le travail de sensibilisation a été fait et continue d'être fait par des structures qui ont beaucoup plus de moyens déjà et qui ont la possibilité de sensibiliser le public. Donc j'en reviens toujours à cet environnement qui doit être créé, qui doit être rendu favorable à des avancées sur la protection animale. Et puis, il y a eu des évolutions aussi dans le temps qui ont changé beaucoup les choses, c'est l'arrivée des réseaux sociaux. Bon, au départ, au niveau de mon engagement, ça n'existait pas. Il n'y avait même pas d'ordinateur. Enfin, si, il y avait des ordinateurs, mais il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous ces trucs-là. Et c'est vrai que la façon de militer à l'époque était très différente. Déjà, les manifestations, quand il y en avait, c'était vraiment des grosses manifestations de rue parce que c'était la seule occasion pour les militants de se rencontrer, d'échanger, etc. Avec les réseaux sociaux, ça a été un petit peu différent. Ça a cassé le phénomène de manifestation de rue, mais pour autant, ça a permis un partage d'informations plus fort et une mobilisation et une prise, une appropriation de ce combat par des citoyens. Et ça, c'était plutôt quelque chose d'intéressant. Et je pense que ça a eu un effet quand même accélérateur dans l'action menée. Et pour en revenir sur cette nécessité justement de sensibiliser le public et ce retard parfois à l'allumage avec la réponse politique, on peut prendre des exemples. Par exemple, avant que l'élevage de fourrure soit interdit en France, donc ça c'est depuis 2021 seulement, avec la loi de lutte contre la maltraitance animale, et là il y a tout un travail au niveau européen, eh bien le public avait été sensibilisé, le public avait réagi par... je ne vais pas dire un rejet parce qu'il y a eu un retour de la fourrure avec l'école, etc. Mais en tout cas, pour obtenir des résultats, il faut que l'opinion publique soit prête, soit déjà formée pour conduire le politique à agir. Et là, typiquement, la fourrure, ça a été le cas. Si l'interdiction a été faite si rapidement, enfin, si on peut dire, c'est qu'il y avait cette évidence au niveau du public qu'il n'y avait plus de nécessité d'élever des animaux pour la fourrure. Et puis, il y avait aussi un autre problème qui était d'ordre sanitaire, puisqu'on était au moment des problématiques Covid et transmission par des visons. Donc voilà. Donc la stratégie, c'est pas véritablement une stratégie, mais il faut créer un climat, un environnement favorable. Donc ça passe par une sensibilisation du public, une action de politique, mais surtout d'intellectuels et autres, et une réponse effectivement politique qui puisse pas sortir de nulle part. Et c'est aussi la nécessité, quand on mène une action de défense des animaux, de pouvoir identifier quels sont les sujets qui sont susceptibles d'émerger, ou en tout cas sur lesquels on peut avoir un levier d'action. C'est hyper important, parce que on peut lancer des sujets un petit peu dans tous les domaines, il y a tellement à faire, mais si je sais pas, si on parle du foie gras par exemple, actuellement il n'y a pas vraiment une possibilité d'agir contre le gavage. Il y avait une possibilité européenne mais qui a été foirée. Mais donc ça peut être mené pour sensibiliser le public, mais pour autant on n'a pas de fenêtre d'action réelle pour obtenir un résultat. En revanche, sur les cages, on le sait, la Commission européenne devait faire une présentation de texte en 2023 qui n'a pas été faite, mais il y a quand même normalement une proposition de texte de la Commission européenne qui doit sortir dans les prochains mois sur une remise en cause de l'élevage en cage, en tout cas au minimum de certaines espèces, alors qu'initialement c'était toutes les espèces. Donc il faut aussi identifier les sujets sur lesquels il y a une possibilité d'obtenir des résultats pour mettre les leviers en marche pour justement agir et appuyer pour obtenir plus vite des résultats. Et ça, c'est effectivement le lobby politique qui peut être mis en place en s'appuyant sur le soutien des citoyens.
Et justement, quand je disais que je revenais enfin, je suis maintenant à la Fondation, pas 30 millions d'amis, mais Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, c'est qu'on se rend compte qu'il y a quand même maintenant de plus en plus de politiques, et tant mieux, qui ont envie de faire quelque chose, mais qui ne savent pas comment faire. Et c'est là où les organisations ont cette deuxième phase d'action, c'est de pouvoir construire aussi, enfin en tout cas proposer soit des amendements, soit des propositions de loi, soit des différents textes qui permettent justement des résultats. On l'a vu avec la loi de 2021, moi j'étais très en contact avec les 3 rapporteurs du texte, notamment Laetitia Romero-Diaz qui était à l'origine. Et comment dire, et donc tous ces gens-là qui ont porté ces textes avaient besoin aussi d'être nourris et informés sur des actions à mener ou des propositions à faire. Et là, c'est là où les organisations de défense des animaux ont une action complémentaire à celle menée par des citoyens. Et c'est quelque chose de très important. Il y a le levier européen aussi, parce qu'on avait vu notamment les avancées, beaucoup d'avancées obtenues en France l'ont été parce qu'il y avait une obligation européenne. Je pense notamment à la fin des tests sur animaux pour les cosmétiques ou l'étiquetage des œufs pour relever, enfin informer sur les modes de production. Dans les 2 cas, la France faisait blocage au niveau de l'Union européenne. D'abord, pour les tests sur les cosmétiques, elle a entamé une procédure contre l'Union européenne qui a été déboutée assez rapidement, heureusement. Et sur l'étiquetage des œufs, moi je me rappelle quand la discussion avait lieu au niveau du ministère de l'Agriculture, on disait non mais on ne peut pas faire ça parce qu'on ne va pas mettre un étiquetage négatif sur un mode de production. Donc on disait ok, donc vous reconnaissez que c'est des modes de production qui ne sont pas respectueux des animaux, donc l'élevage en cage. Mais la volonté du ministère de l'Agriculture n'était pas de remettre en cause ce système, mais simplement de ne pas en informer le consommateur. Donc ça, c'était compliqué et c'est pour ça que le levier européen, parfois, est très intéressant. L'a été en tout cas, parce qu'il y avait quand même pas mal de pays qui étaient plus en avance sur la question animale que la France, en schématisant notamment la Suède et les pays du Nord, même si l'Italie, le Portugal aussi a beaucoup progressé sur la question animale. Mais c'est moins vrai aujourd'hui. Le levier européen est moins fort aujourd'hui parce qu'on a un rapport de force qui s'est un petit peu inversé. Enfin, le PPE, c'est les droites européennes, ont toujours été forts. Mais là, maintenant, avec l'alliance droite européenne, extrême droite, qui est très présent, on sait que les Français... il y a quand même 30 eurodéputés d'extrême droite sur 80. Donc là, ça nous est très défavorable, cet équilibre politique pour de prochaines avancées sur la question animale, ce qui amène aussi d'ailleurs la Commission européenne à retarder les sorties de textes, sachant que si le texte est ambitieux, il risque d'être toqué au niveau du Parlement européen. Moi, ça m'a été dit très clairement et ça, c'est un frein. Mais bon, tout ça pour dire qu'effectivement, la France isolée a souvent une position de frein sur les questions animales et a tenté aussi d'empêcher certaines avancées. Alors, ce qui a été vraiment important également pour obtenir des résultats, c'est la démarche de professionnaliser l'action menée pour défendre les animaux. C'est vrai que quand tout à l'heure je disais que c'était un mouvement qui était très, très méprisé il y a 30 ans, mais dans un sens ça peut se comprendre parce qu'il n'était pas structuré, il n'était pas professionnalisé, pas très professionnalisé en tout cas, donc on partait de l'émotion, ce qui était tout à fait légitime, mais pas suffisant en tout cas pour avoir une incidence sur le politique. Et puis de plus en plus, les organisations de défense des animaux, on l'a vu notamment avec L214, qui au-delà des images des investigations menées, avait justement des éléments très factuels à mettre en avant pour appuyer les revendications qui étaient portées par cette sensibilisation du public. Donc ça a fait une grosse différence. C'est aussi, ça nous a permis aussi justement d'avoir une approche et une écoute plus favorable des décideurs politiques. Et c'est un point extrêmement important d'être plus professionnel dans nos démarches et de pouvoir, ce que je disais tout à l'heure, avoir un discours argumenté et des éléments à transmettre aux décideurs politiques pour transformer la mobilisation publique par une action politique et des avancées pour les animaux. Il faut aussi profiter parfois d'un calendrier autre. Par exemple, actuellement, au niveau de la LFDA,
on est intervenu auprès de tous les parlementaires sur les 50 ans de la loi de protection de la nature qui a été adoptée le 10 juillet 1976, qui a amené différentes mesures visant à renforcer la protection des habitats, de l'environnement, et qui a introduit notamment l'article L214 du Code rural, reconnaissant l'animal comme étant un être sensible. Nous, on est intervenu sur un autre aspect, c'est de dire que cette loi de protection de la nature n'a pas intégré, en tout cas dans le code pénal, qui est un autre registre, mais bon, c'est à peu près la même idée, la protection de l'animal sauvage libre. C'est-à-dire que parfois même sur un même animal, un faisan d'élevage par exemple, qui va être lâché pour la chasse, tant qu'il est dans sa cage, il est reconnu comme un être qui peut être protégé par le code pénal, c'est-à-dire que si on... Bon, ça c'est paradoxal parce que bon, on sait bien que les conditions de vie de ces animaux sont épouvantables, mais en tout cas, par les textes de loi, un faisan dans sa cage, si un acte de cruauté est commis envers lui, l'acte est reconnu comme tel et la personne peut être poursuivie. En revanche, vous ouvrez la cage, il est lâché pour un acte de chasse, il n'a plus aucun statut, vous pouvez sauter dessus à pieds joints, pas de souci, il n'y aura pas de poursuite. Idem, on a eu le cas avec des blaireaux, par exemple, qui avaient été utilisés par des jeunes qui se filmaient, qui le torturaient à mort. On a essayé de jouer sur le fait que pendant que ces actes étaient commis, l'animal était tenu, donc captif. Bon, ça n'a pas été retenu. Donc il y a un vrai souci comme ça aussi de reconnaissance pour l'animal sauvage libre, sans même remettre en cause les actes de chasse, indépendamment des actes de chasse. Il y a quand même une nécessité aussi de protéger ces animaux. C'est ce qu'on est en train de faire au niveau des parlementaires, en sachant qu'effectivement, là pour le coup, le lobby des chasseurs s'y oppose. Mais bon, c'est sans surprise. Et sinon, donc ça c'est une opportunité aussi qui peut être mise en avant. Là on est en train de travailler aussi sur d'autres points. Je suis un peu perdu mon fil, hein, déjà parce que c'était à l'arrache, hein, je ne vous cache pas que j'ai dit à Motaï, je n'ai pas eu le temps de travailler du tout cette semaine sur l'intervention. Donc j'aime autant qu'on soit sur un échange. Quoi qu'il en soit, de toute façon, il faut garder en tête que chaque action menée soit par des personnes de terrain, par des actions militantes, activistes ou autres, et n'est pas en opposition. Moi, je suis contre les personnes qui considèrent que tel mouvement fait tort à la protection animale. Je pense que chacun y va à son niveau. Il y a aussi parfois le fait que des personnes, dans leur cohérence d'action, vont assez loin. Ça peut permettre à d'autres d'être entendus différemment, être considérés comme plus acceptable en termes d'échanges politiques, et tout ça est très complémentaire. En tout cas, l'intérêt, c'est de montrer que les citoyens ne sont pas indifférents sur le sort des animaux, agissent et attendent du politique un retour. Donc je ne sais pas si vous avez des questions qui sont un peu plus claires de ce que je viens de dire. Merci Christophe pour cette introduction. Et ben on prend les questions. Merci beaucoup Christophe. 3 petites questions. Qu'est-ce que tu attends? Tu as beaucoup parlé des élus européens. Qu'est-ce que tu attendrais, au hasard, d'une élue locale engagée sur la question animale? 1. 2. Quel est le combat de longue haleine que tu ne veux pas perdre de vue, dont tu ne perds pas le fil et que tu espères sur lequel tu espères pouvoir aboutir un jour? Quelle est la nouvelle question qui agite ton esprit, qui pourrait aboutir sur ou des recherches ou une action? J'ai pas compris la troisième question. La troisième, comme je t'ai demandé en deuxième, quel est le truc de longue haleine où tu ne veux pas perdre le fil? Quelle serait la nouvelle question animale sur laquelle tu aurais envie ou de t'engager ou de travailler? Merci. Alors pour un élu local, il y a quand même pas mal de choses qui sont possibles à mettre en œuvre. Alors c'est vrai que ça relève pas sur les textes ou autres, mais on l'a vu notamment avec les municipales. Il y a possibilité aussi dans des choix de commandes publiques et autres
de favoriser la végétalisation des assiettes. Ça, c'est un point qui est quand même important. Et puis, au-delà de ça, qu'il y ait des espaces de libre évolution quand c'est possible, pour qu'il y ait une place quand même qui est laissée à la biodiversité sans activité humaine. Pas toujours le cas, ça dépend des types de villes ou d'endroits où on se trouve. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours intéressant aussi qu'au niveau local, et notamment dans le conseil municipal, un conseil municipal ou autre, la voix aussi des animaux soit portée. Et je me rends compte d'ailleurs, j'ai le sentiment que c'est peut-être un milieu où cette question-là est encore très fermée, j'ai l'impression. Quand je vois des extraits d'intervention dans un conseil municipal, j'ai le sentiment quand même que c'est une intervention mais qui n'amène pas de réponse réelle de la municipalité. Ça doit dépendre de la municipalité, mais j'ai vu plusieurs interventions. Je me suis dit, j'avais l'impression qu'on lisait un texte d'intervention, mais que derrière, il n'y avait rien. Alors que là, hier, par exemple, mercredi, on est intervenu auprès de tous les parlementaires pour cette histoire de projet de loi agricole et les alinéas qui ont été ajoutés pour permettre les tirs de chiens en Outre-mer. On a eu tout de suite beaucoup de réponses quand même de parlementaires qui sont intervenus auprès du rapporteur pour que les alinéas soient supprimés, etc., ce qui a été fait hier. Donc il y a des réactions. Alors qu'au niveau municipal, j'ai l'impression que c'est encore très ancré sur des choses où il y a peu de débat. J'ai l'impression que chacun dit son truc et puis qu'il n'y a pas de réaction. Mais je connais évidemment moins que toi ce truc. Et donc ça m'intéresse aussi de savoir, toi, comment tu perçois dans des interventions de ce type, l'écoute. Est-ce qu'il y a une écoute, en fait, au niveau des élus locaux sur la question animale? Je ne me rends pas bien compte. Tu me poses la question? Ouais. Ça dépend tellement... C'est personne dépendant. C'est-à-dire que si dans un conseil municipal, il y en a un qui a élu de la majorité, bien sûr, parce que l'opposition, ça reste intéressant, mais c'est pas, on a moins de pouvoir, on n'a pas ni pouvoir ni argent. Donc élu de la majorité, s'il y en a un qui a décidé que c'était comme ça et qu'il a l'appui du maire, une municipalité, c'est vraiment très hiérarchique, c'est le maire qui décide de tout, le ou la maire qui décide de tout. Quasi, c'est plus complexe que ça, mais bon. Et donc, si un élu a décidé que c'était la question qu'il voulait dans son mandat et qu'il a l'appui du maire, ça va passer et les autres vont voter pour. Mmh. Mais c'est très personne dépendant. Ouais. Il manque, à mon sens, un défenseur des droits des animaux au niveau national qui puisse valoriser tout ça. Il manque un appui supplémentaire au Sénat qui est le protecteur des collectivités locales. Il manque des outils. Oui. Mais on pourra en reparler, je ne vais pas monopoliser mais oui, mais c'est intéressant d'agir sur ce niveau-là. Parce qu'une personne qui décide, elle peut transformer une ville si elle veut. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que moi j'ai même quasi jamais vraiment travaillé activement, en tout cas au niveau municipal. Déjà parce que c'est tellement vaste que c'est un peu compliqué, mais effectivement qu'il commence à y avoir des élus qui sont sur la question animale, il y en a de plus en plus quand même malgré tout. Ça amènera des changements, c'est clair. Pour répondre sur le combat à longue haleine, c'est difficile parce qu'il y en a quand même plusieurs. Je vais en prendre un qui ici n'aura pas forcément un écho favorable, j'imagine, mais peu importe, parce que moi j'y tiens beaucoup. C'est l'abattage sans étourdissement préalable. Il y a 8 ans, ça fera 8 ans la semaine prochaine, on avait été reçus avec Brigitte Bardot, Laurence Parisot, par Emmanuel Macron. On avait abordé plusieurs sujets, notamment le broyage des poussins. Et je regarde Brigitte, qui n'y peut rien, la pauvre, c'est pas elle qui broie les poussins, mais vous avez... On ne sait pas. Mais en tout cas, vous y avez beaucoup travaillé. Et puis aussi, notamment sur l'abattage sans étourdissement. Et ça semblait être un combat possible à mener, mener évidemment, mais obtenir quelques avancées. Il n'y a rien eu. La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que l'extrême droite ne s'en saisit plus. Au contraire, s'est positionné pour dire qu'il ne toucherait pas, pour les raisons qu'on connaît. Voilà. Donc tant mieux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 8 ans, il y a eu quand même d'autres choses qui se sont mises en place, notamment d'autres systèmes d'étourdissement réversibles qui peuvent être plus facilement acceptés par le culte juif, parce que le culte musulman était de toute façon plus souple sur ces questions-là.
Donc on va réintervenir auprès d'Emmanuel Macron pour lui repréciser. Justement, là, on a tous les arguments scientifiques, juridiques, avec les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ou de justice européenne sur ces questions-là. Donc il y a juste un courage politique qu'il faut avoir pour aller au bout. Et en fait, ce qui serait intéressant, c'est que ces nouveaux systèmes qui peuvent être utilisés dans l'abattage pour l'étourdissement pourraient aussi remettre en cause des systèmes d'étourdissement actuels qui ont vraiment fait leur temps, et notamment je pense aux pistolets à tige perforante et autres qui objectivement créent quand même aussi une souffrance à l'animal avec pas mal de ratés. Donc c'est un sujet touchy, mais moi qui me paraît important parce que c'est quand même énormément d'animaux qui sont concernés. Et puis je sais évidemment que tout le monde ne deviendra pas vegan du jour au lendemain, donc il faut bien trouver une solution aussi pour ces animaux-là. Alors peut s'ouvrir le débat, oui, mais si l'animal souffre moins, ça va peut-être retarder l'idée d'arrêter de les abattre, etc. Moi, je n'ai pas cette vision-là parce que je pense que j'ai quand même assez réaliste sur le fait que beaucoup de gens refusent l'idée même de se priver de la viande. Donc voilà, ça va être compliqué. Sinon, donc il y a ce combat-là, mais il y en a plein d'autres. Mais celui-là, c'est vrai que j'aimerais quand même qu'on avance parce que on a là en ce moment, justement, quand je parlais tout à l'heure de moments où on rassemble pas mal de choses positives. Typiquement, je pense que sur ce sujet-là, du moins si on a quelqu'un d'un peu courageux, on a la possibilité d'avancer. La corrida, j'y crois moins, même s'il y a eu plein de tentatives et même si ça paraît être une évidence que l'abolition de la corrida doit arriver. Bon, on me dit tout le temps, ça ne passera pas par de la réglementation, ça va être effectivement les municipalités qui vont peut-être se rendre compte, c'est là où il y a un travail à faire au niveau des municipalités, que les fonds publics vont peut-être devoir se limiter pour subventionner ce genre de spectacle, enfin si on parle de spectacle. Donc ça peut être un levier, effectivement, le levier économique plus que juridique. Mais bon, oui, non, il y a et puis tout ce que je disais tout à l'heure, la sortie des cages, une remise en cause de certains systèmes d'élevage. Mais bon. Et sinon, pour répondre à la troisième question, donc les nouvelles actions à mener, effectivement, dans le lien avec ce que tu as dit sur les défenseurs des droits, ça peut être justement. Alors moi, j'étais pendant longtemps très partagé sur cette histoire de ministère de la condition animale. Enfin, j'étais même plutôt opposé, pour être tout à fait honnête. Opposé dans le sens où les décisions, par exemple, au Conseil de l'Europe sur une question élevage ou autre, bon, les personnes présentes, ça va être le ministère de l'Agriculture des 27 États membres, ça ne va pas être le ministre de la condition animale du pays. Mais bon, j'ai un peu revu ma position parce que je me rends compte que ça peut être aussi un moyen finalement d'impulser aussi une volonté d'agir sur les animaux, pour les animaux. Donc pas forcément un ministère, mais ça peut être au secrétariat à la condition animale, ça peut être effectivement un défenseur des droits. À voir, je sais pas quel est le meilleur outil, mais pourquoi pas, ça peut être une question de créer effectivement une dynamique sur ces questions et d'une manière transversale, puisque la condition animale est un sujet très transversal qui concerne beaucoup de ministères. Donc ça peut être effectivement le levier, c'est en tout cas un des leviers qu'on va utiliser dans le cadre de la présidentielle, avec aussi l'inscription de la condition animale dans la Constitution. J'avais une question pour toi, parce que je trouve ça toujours un petit peu amusant quand on regarde les sites des grosses fondations comme la fondation Brigitte Bardot, 30 millions d'amis, la liste assez impressionnante de sujets dont elle s'empare. Et quand on regarde comme ça, les crash tests sur animaux, l'étourdissement obligatoire, l'interdiction de vente de chiens, là je vois une campagne en cours, par exemple là je suis sur le site de la fondation Brigitte Bardot, la stérilisation de chiens en Serbie, ou la consommation de viande chevaline. Et voilà, quand on voit ça, on ne devine pas tout ce qui s'est joué avant pour arriver à la conclusion que c'était de cette liste-là de sujets spécifiques qu'il était pertinent de s'emparer. Et c'est toujours un peu cryptique de l'extérieur. Comment par quel cheminement une organisation en vient à s'emparer de tel ou tel sujet et pas tel autre, comment ça naît, comment ça se détermine, sur la base de quels principes.
Voilà, je sais que typiquement dans le milieu altruiste efficace, on a envie de partir du nombre d'animaux concernés, de à quel point le sujet est négligé, à quel point on peut y faire quelque chose pour chaque euro qu'on ajoute dedans. Comment ça fonctionne dans les grosses organisations que tu as eu la chance enfin pas forcément de présider, mais où tu as été porte-parole, etc. Alors, je vais prendre l'exemple du premier, les tests sur animaux. Pas les tests sur animaux, enfin si, mais l'utilisation des animaux dans les crash tests. Il faut savoir qu'en France, la sécurité routière, dans les années 80, effectivement, c'était à Bron, près de Lyon, le centre de la sécurité routière utilisait des animaux qui étaient sanglés ou pas sanglés dans les voitures pour les envoyer contre des murs et voir la bouillie, qu'est-ce que ça donnait, quoi, en gros. Et donc ça, c'était avant la création de la Fondation Brigitte Bardot. Et pour en avoir parlé avec elle, c'était intéressant parce qu'elle avait vu des images, je crois, qui avaient été publiées dans Match ou dans je ne sais pas quoi à l'époque. Et elle avait contacté Valéry Giscard d'Estaing, qui était président donc, à l'époque de la France, et pour lui dire, c'est horrible ce truc, il faut l'arrêter. Donc, je vais vous raconter comment ça s'est passé, parce qu'elle me l'a raconté, et je trouvais ça assez surprenant. Et c'est là où, en fait, on ne peut pas vraiment... là, pour le coup, c'est vraiment parce qu'elle avait une influence directe auprès du président qui a eu ce résultat. Parce qu'il a fait, dans les formes, une enquête, enfin, il a nommé un monsieur animaux sur ces questions-là, pour qu'il fasse une enquête qui rencontre les chercheurs, les machins, tout ça. Et qui a rendu un rapport au bout de quelques mois pour dire non, il faut garder ces crash tests. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est resté beaucoup plus longtemps. Hein, ça s'est arrêté il y a une quinzaine d'années seulement. Il faut maintenir parce que c'est important pour la sécurité, etc. Et donc, moi, elle m'a raconté qu'en avoir parlé avec Giscard, qui disait non, mais de toute façon, moi, je m'en fous, je lui ai fait faire ce truc parce qu'il faut le faire, mais on va l'interdire. Et donc, c'était vraiment, typiquement, là, c'était une décision politique amicale qui a fait arriver à ce résultat. Et ce qui était très intéressant, c'est que l'arrêt des tests, des crash tests avec animaux, permis de développer les mannequins, alors je ne sais plus le nom, qui sont utilisés maintenant, et qui sont beaucoup plus, qui renseignent beaucoup plus sur ce qui se passe au niveau des accidents, quoi. Et d'ailleurs, à l'époque, avec 3 fois moins de véhicules en circulation, je dis 3 fois, c'est pas des chiffres sûrs, hein, je l'ai plus en tête, mais évidemment, mais avec infiniment moins de véhicules, il y avait 4 ou 5 fois plus de mortalité annuelle. Enfin, ça n'a rien à voir. Bon, il n'y a pas eu que l'effet de ces mannequins, il y a eu d'autres sécurités qui ont été mises en place dans les véhicules, mais tout ça pour dire que on a toujours ce frein de nous dire non, on ne peut pas faire autrement. On l'a vu avec les tests, hein. Les tests sur les cosmétiques dont je parlais tout à l'heure, quand la France a fait blocage et quand l'Union européenne a tenu, comme par hasard, les fonds sont arrivés pour dire on va développer, et L'Oréal par exemple a développé une peau synthétique qui lui a permis de déposer un brevet, puis au final d'être gagnant aussi dans cette démarche-là. Donc il y a toujours une réaction de non, on ne peut pas. Et puis au final, quand il n'y a pas le choix, on trouve mieux généralement que le recours à l'animal. Donc là, c'était un peu par hasard. C'était un article qui était paru et puis une réaction immédiate de Brigitte Bardot avec le pouvoir qu'elle avait aussi à l'époque. Il ne faut pas l'oublier. Hein, c'était voilà. Là, je parle en 1980. C'était cette interdiction-là. Les autres sujets. Alors, la force et la faiblesse de ces grosses structures, et notamment de la Fondation Brigitte Bardot, c'est que Brigitte Bardot, maintenant, j'y suis plus, je ne sais pas comment ça va se passer après son décès, mais était tellement connue dans le monde entier, c'est qu'on était sollicité sur tous les sujets. Alors moi, c'est vrai que j'ai un côté à me dire, on va pas partir dans tous les sens, parce que c'est le meilleur moyen d'arriver nulle part. Mais bon, Brigitte Bardot, elle, quand elle recevait un truc, il fallait faire, il fallait arrêter, c'était la priorité. Donc c'était pas simple, mais ça partait d'un bon sentiment, et donc c'était difficile effectivement de se prioriser, de se dire c'est ce combat-là à mener. Mais moi je m'y tenais quand même, parce que je savais que si on n'y allait pas, par exemple sur un débat européen, eh bien la fenêtre allait se fermer vite, et puis on n'aura plus d'autres opportunités d'agir. Donc parfois j'étais en opposition avec elle, et puis elle le comprenait très bien pour mener un combat. Donc c'est pas toujours évident de créer la possibilité de mener un combat, mais souvent on est sollicité et on perçoit l'opportunité d'y aller parce que
on sent que derrière, il y a une possibilité d'obtenir un résultat. Donc c'est difficile parce qu'il n'y a pas vraiment de mode d'emploi, il y a une partie aussi de ressenti. C'est pour ça que je parlais de l'abattage rituel tout à l'heure, parce que je pense, en voyant certaines choses qui se passent, qu'il y a une opportunité. Ça ne veut pas dire qu'on va obtenir un résultat, mais qu'il y a une opportunité à saisir. Et donc c'est un mix de fenêtres, d'opportunités, de connaissances interpersonnelles, de sujets qui intéressent spécifiquement juste la fondatrice. Oui, il peut y avoir ça aussi, effectivement. Ok. Je voudrais revenir sur l'histoire d'abattage rituel, mais pas sous l'angle, je pense que tu imagines spontanément. C'est que je suis assez révolté par la façon dont c'est traité depuis toujours par le mouvement animaliste. Mais encore une fois, pas sous l'angle que tu attends. C'est le fait que, dans la réalité, 95% des animaux qu'on tue pour la nourriture ne sont pas étourdis. Et c'est les poissons, c'est les crevettes, etc. Et on n'en parle jamais. Et je trouve que, de la part du mouvement animaliste en général, c'est une trahison des intérêts des animaux que de focaliser sur les abattages rituels sans en profiter pour visibiliser le fait que la quasi-totalité des animaux, qui sont de toute façon invisibilisés et minorisés, souffrent d'agonies qui peuvent durer des heures, sont éviscérés vivants et tout ce qu'on veut. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut au moins essayer de réparer lors des campagnes à venir, ou s'il y a à un moment donné une loi qui passe pour souligner ce fait et faire émerger cette question qui est noyée, qui est invisibilisée et qui concerne la quasi-totalité des animaux qu'on torture et qu'on massacre, et qu'il faut que cette injustice-là qui émane de nous, animalistes, qui représentons leurs intérêts, il faut que cette injustice cesse et qu'on fasse émerger ces intérêts-là aussi pour les campagnes futures. Alors, je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, si tu as vu la dernière revue de la Fondation Droit Animal Éthique et Sciences, on a fait tout un point sur les crevettes, parce qu'effectivement, c'est les animaux qui sont le plus tués pour la consommation, il me semble. Et après, en fait, c'est aussi le niveau de connaissance de l'animal, de sa souffrance et autres, qui freine un peu, même si sur le sujet, effectivement, ça commence à être bien documenté. Donc, je suis tout à fait d'accord. C'est un des points. Alors, c'est marrant, c'est pas vraiment marrant, mais j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec un député. Et puis, sa réaction, c'est de me dire attendez, on n'arrive pas à interdire les corridas aux moins de 16 ans. Qu'est-ce que vous croyez qu'on va faire pour les crevettes ? Sa réponse. En plus, le mec est bien, par ailleurs. Mais bon, ça traduit, je veux dire, la perception du sujet par des gens qui, en plus, a priori, sont avec nous. Donc c'est ça aussi la difficulté, c'est mais tu as raison, c'est aussi le rôle des fondations, des associations d'en parler pour que ça devienne un sujet. C'est ça. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça qu'on a commencé à le faire, en se rendant compte malgré tout que la prise n'est pas simple, la prise au niveau parce qu'il y a quand même une distance qui se fait par rapport à où on a cette proximité avec évidemment les mammifères. C'est pas simple, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est ce qu'on fait aussi au niveau de la fondation, parce que justement on s'autorise à aller, et d'ailleurs on essaie de le faire au maximum, à aller sur des sujets qui intéressent moins les autres. Pour autant, on est quand même aussi amené à aller sur des sujets qui sensibilisent le public, parce que niveau donateur de la fondation, la LFDA, c'est rien, quoi. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est assez catastrophique. Donc voilà. Donc effectivement, c'est aussi parfois les grosses structures qui vont vers des sujets plus faciles, parce que ça amène aussi le soutien plus direct des donateurs. On ne va pas se mentir. Il y a ça aussi. Mais là, pour la LFDA, justement, on a, comme la démarche est plus au niveau du comité, d'une recherche scientifique. Typiquement les crevettes, il y a tout un travail de fait qui est mis en place et qui est publié pour commencer à sensibiliser le public. On n'a pas la visibilité évidemment de Fondation Bardot, de Fondation 30 millions d'amis, mais à notre niveau, on s'y attache. Donc ça concerne aussi l'abattage sans étourdissement. Je voulais demander si vous travaillez avec des organisations juives ou musulmanes. Je ne sais pas s'il y a des organisations des organisations religieuses qui se battent en fait pour mettre fin à l'abattage sans étourdissement. Parce
Parce que tu as dit que, si j'ai bien compris, tu dis que selon la loi juive, ce serait OK de faire peut-être tel type d'étourdissement J'ai pas dit réversible tout à et fait tout. ça, mais oui. Alors, c'est plus facile d'avancer sur le sujet avec les représentants du culte musulman, c'est vrai, parce que historiquement, d'ailleurs, vous allez sur la charte halal de la mosquée d'Evry, c'est marqué noir sur blanc que l'étourdissement réversible est acceptable. Quand on avait été reçu avec Brigitte Bardot par Dalil Boubaker, qui était recteur dans la mosquée de Paris et également président du Conseil français du culte musulman, il nous avait redit qu'il n'y avait pas d'opposition dès lors que le système d'étourdissement était réversible, c'est-à-dire qu'il n'entraîne pas la mort de l'animal. Ce qui exclut de fait l'utilisation du pistolet à tige perforante, d'où ce dont je parlais tout à l'heure d'un autre système d'étourdissement. En revanche, les représentants du culte juif, c'est vraiment plus difficile, notamment parce qu'il y a un représentant spécifique, Dr Fison, que doit bien connaître Brigitte également, qui est en plus qui est veto. Donc ça ne nous aide pas parce qu'il a justement cette démarche scientifique de dire non, c'est mieux de dégorger la bête comme ça plutôt que de l'étourdir avant, etc., en mettant de côté l'agonie qui suit, notamment pour les bovins. Mais donc c'est vrai que et là en l'occurrence pour le nouveau système qui est un système pas de choc mais de chaleur en fait qui amène une syncope plus qu'un étourdissement, le culte juif et notamment le docteur Fison semble plus ouvert à la question. En tout cas, il a été en Australie, voir un petit peu comment ça se passait, etc. Donc il y a une possibilité d'évolution et d'avancer sur ces questions-là. Donc oui, on travaillait avec le culte, mais c'était très bizarre parce que juste indépendamment, par exemple, quand on rencontrait les représentants du culte musulman, bon, ok, pas de problème. Mais dès qu'on était en réunion au ministère de l'Agri, par exemple, ou autre, ou de l'Intérieur, enfin... et qu'il y avait les deux représentants de culte. Alors là, plus question d'avancer sur la question animale parce que il y en a un qui voulait pas non plus lâcher par rapport à l'autre qui est resté très très ferme sur ses positions. Donc c'est pas simple du tout. Évidemment, dès lors qu'on aborde le culte, quel qu'il soit. Mais il y a plein de pays qui ont avancé sur la question. Donc il y a un moment, il faut arrêter. Il y a plein de pays qui ne sont pas posés autant de questions, qui ont imposé des modes d'étourdissement et qui n'ont pas soulevé des protestations plus que ça. Enfin, le Danemark notamment. Voilà. Bon, peut-être une question de représentation au niveau de la population. Par rapport à la France où il y a peut-être plus effectivement à la fois de juifs et de musulmans, peut-être que ça joue aussi sur la pression exercée, mais bon, je pense qu'il y a un moment, il faut arrêter de se poser trop de questions. Il y a plein d'exemples qui montrent que c'est possible, donc après c'est juste une histoire de courage politique. Mais oui, on a travaillé avec les deux secteurs. Merci. Bonjour Christophe Marie, je suis Anne Soin de la SPA. Je suis désolée, je suis arrivée en retard, alors peut-être que la question que je vais poser a déjà été évoquée au cours de votre exposé. Vous avez une longue expérience dans la protection animale et je me demandais si vous aviez constaté une évolution des sensibilités vis-à-vis des espèces, on va dire, non familières, en fait, au-delà des chats et des chiens. Est-ce que vous avez l'impression qu'au fil du temps, il y a un intérêt croissant pour les animaux destinés à la consommation, notamment les animaux sauvages, etc. Est-ce que ça évolue? Est-ce que ça évolue nettement de votre point de vue? Est-ce qu'il y a des différences générationnelles? Voilà. Est-ce que les Français, d'une manière générale, s'intéressent davantage, au-delà des chats et des chiens, aux autres animaux? Oui, alors ça, je pense qu'on en est tous quand même témoins. Effectivement, comme je disais au départ, défendre les animaux pendant longtemps, ça a été vraiment le truc le plus ridicule qui soit. Enfin, en tout cas, c'était jugé comme ça, attaqué. Et peu à peu, le travail a été fait pour montrer que, ok, on aime son chien. Tiens, mais au-delà de ça, d'autres espèces méritent de la même manière de s'y intéresser et d'être sensibles sur la question animale. Et là où, justement, je parlais tout à l'heure de créer un environnement qui soit propice à des avancées, et là, je vais prendre à témoin Brigitte Gauthier. En fait, non, mais il y a un truc que je trouvais très intéressant, c'est que Brigitte Bardot, dans les années 90, avait des séries d'émissions SOS Animaux, mais alors qui étaient hyper violents. Hein. Enfin, je veux dire, L214 n'a rien inventé. Hein. Non, mais ça pour dire que ça n'avait pas le même impact. Et donc,
Vous savez comment c'est quand les diffusions de 2005. Donc, en 15 ans, on peut dire qu'on a vu que le public percevait les choses différemment. À un moment, effectivement, il n'y avait pas les réseaux sociaux non plus, cela dit, à l'époque des SOS Animaux. Donc, sur le moment, il y avait des réactions choquées, etc. Mais ça s'éteignait très vite. Et effectivement, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des réseaux sociaux. Je pense que ça a quand même permis aussi que chacun s'approprie ce combat-là, le partage, sensibilise autour de lui, etc. Et quand L214 a lancé ses investigations, ça a eu un écho extrêmement fort parce que la population déjà avait évolué sur sa vision vis-à-vis de l'animal hors animal de compagnie. Et je pense que vraiment, on l'a mesuré aussi à ce moment-là. De voir que, en fait, il y a des sujets qu'on lance à un moment qui ne prennent pas parce que le public ou les citoyens ne sont pas prêts ou sont dans le déni. Moi, pendant longtemps, quand je voulais montrer des images de ce qu'on voyait, j'étais sur plein de sites d'abattage et autres, j'en passe, c'était « Ah non, je ne veux pas savoir, je veux pas savoir même. Je ne veux pas voir, c'est une chose, mais je ne veux pas savoir. » Ok, donc on est totalement dans le déni. Et ça, peu à peu, ça a évolué parce que les gens ont fini par savoir au final quand même. Donc ça a quand même contribué aussi à amener ce changement. Alors ce changement, comme je le disais tout à l'heure, il s'est aussi exprimé par une réponse politique qui commençait à se mettre en place. Et depuis 5 ans, je dirais, on est non seulement dans une phase où rien ne se passe, mais où on est plutôt en recul en termes de réponse politique aux questions que nous soulevons. Et là encore, c'est vraiment beaucoup dû à l'équilibre en place au niveau des partis. Donc oui, moi j'ai vu ce changement et ce que j'exprimais tout à l'heure, c'est que aussi parce que maintenant, défendre les animaux, c'est pas le truc qu'on attaque systématiquement parce qu'on considère que oui, c'est un combat à mener parmi d'autres, pas au détriment d'un autre, mais parmi d'autres. Et ça n'est plus ridiculisé. Donc ça, dans ce sens, on comprend qu'il y a une évolution aussi dans l'acceptation de ce combat. Merci beaucoup. Et merci beaucoup encore une fois, Christophe Marie, pour cette présentation. Merci à vous.